Salut les gens, c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Alexandre Léger. Bonjour Alexandre. Bonjour Clément, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Très bien. Et aujourd'hui, on va aborder quelque chose que l'on n'a pas l'habitude d'aborder dans l'horlogerie. On va parler justement de la face cachée des montres de collection. Quoi de mieux qu'un expert indépendant reconnu qui travaille avec des maisons de vente aux enchères pour vous parler de ce sujet. Avant de commencer, je tiens à remercier l'hôtel Mercure Paris-Montmartre de nous avoir accueillis dans leur établissement. Je vous mets le lien de leur site internet dans la description. À tout de suite. Alors Alexandre, as-tu des petites anecdotes croustillantes à nous fournir sur la face cachée des montres de collection? Alors c'est un vaste sujet et c'est une vaste question. Il faut savoir que quand tu es expert indépendant, moi je ne suis pas marchand, je ne vends pas de montres, etc. Je ne suis que expert indépendant pour les maisons de vente aux enchères et certains particuliers. D'accord. Tu vois des choses. Forcément. Tu vois des choses dont tu parles très peu puisque tu as des fois des réserves de certaines confidentialités, mais tu ne peux pas t'empêcher de dire ça va pas, il y a des soucis, etc. Bon. Je conseille des clients qui me demandent d'aller voir des objets, je leur dis voilà, ça, il y a écrit ça sur le catalogue, fait par un confrère ou par des gens qui pensent savoir certaines choses sur le milieu de l'horlogerie, et des fois aussi sur le bijou. C'est pas le cas. Voilà. Il faut aussi savoir que ce milieu de l'horlogerie de collection, il y a un engouement de plus en plus important. Les sommes qui sont en jeu sont de plus en plus grandes. Et aujourd'hui, tu as plein de gens, ce que je vais appeler ça des ayatollahs, qui te disent faut acheter ça, faut faire ceci, faut pas toujours les écouter. Surtout ce qui est blog, forum, etc. Faut lire et faut se faire sa propre opinion, regarder d'autres choses, etc. Faut pas prendre ça pour parole d'évangile, loin de là. Tu vois, par exemple, il y a une grande tendance depuis de nombreuses années sur les montres de plongée. Oui. Tout le monde veut sa Rolex Submariner, etc. J'ai écrit plusieurs fois que le nombre de Rolex Submariner qui ont été plus sous les douches que dans la Méditerranée, je pense que c'est 99,1% oui. Comparé à 1%. Tu sais, après, quand ça devient des vraies montres de plongée, avec une utilisation de plongeur, c'est normal que la montre ne soit pas comme à l'origine. Et si tu as une provenance où on nous justifie que la montre est vraiment venue d'un plongeur et qu'elle est comme à l'origine, alors ou c'est exceptionnel, et là ça mérite des prix aussi exceptionnels, ou alors il y a un petit loup. Tu vois, par exemple, il y a quelques mois, dans une maison de vente, j'ai vendu une Rolex Submariner. Je reçois le client et je vois que la montre, le cadran est de SAV, le bracelet ne correspond pas à l'année, le fond a été changé, quand tu le dévisses, c'est pas le même, le correspond pas, etc. La couronne aussi, il y a un truc qui ne va pas, etc. Et puis je parle avec la personne, c'est très important de parler avec la personne qui vend. D'échanger. Ouais. C'est très important d'échanger. Et là, la personne m'explique que voilà, c'est pas juste une montre qu'il avait besoin pour se laver les mains ou pour prendre sa douche. Il était vraiment plongeur pour la DRAC, il a sorti des amphores de la Méditerranée. Là, et je lui dis, bah, vous avez révisé votre montre? Il me dit, oui, bien sûr, j'ai fait réviser ma montre, parce que vous imaginez, moi, si j'avais pas l'heure, la couronne, la lunette ne fonctionne pas, la couronne, elle n'était pas bien vissée, etc. Moi, je me retrouvais avec 80 mètres de fond et je mourrais. Donc forcément, tu as un cadran qui est peut-être un peu d'époque, mais tu as des aiguilles qui brillent de mille feux. Mais s'il est à 80 mètres de fond et qu'il ne voit pas ses temps de plongée, bah, le mec est mort. C'est problématique. Ouais. Donc, quand tu expliques ça aux gens, qu'il y a une provenance de quelqu'un qui a vraiment utilisé sa montre avec la fonction pour laquelle elle a été créée. La personne, moi, j'avais vendu avec alors pas les bouteilles de plongée, mais quasiment tout le set de plongeur, le masque, le tuba, les carnets de plongée, sur quoi il avait répertorié, voilà, la Méditerranée, il faisait 4 degrés tel jour, à tel endroit, j'ai sorti une amphore que j'ai envoyée à la DRAC, machin. Et ça, tu comprends que la montre, elle a un vécu. Et pour moi, c'est tout aussi important de voir qu'une vraie montre de professionnel a été utilisée par un professionnel. Quand on me dit qu'il y a certaines montres de plongée qui sont immaculées, jamais touchées, elles ont été dans un coffre-fort depuis 40 ans, etc. et que tu as des index qui sont abricots, qui sont mais comme si elles ont pris 40 ans de soleil, et que quand tu ouvres la montre, tu as 15 marques de révision dans le fond de boîte, c'est qu'il y a un problème.
il y a un souci. Ou le fond de boîte ne correspond pas, le machin, ou ce qu'on appelle les Frankenstein, c'est-à-dire qu'on t'a monté une montre avec 4 montres. Voilà. Il y a certains professionnels qui sont des grands adeptes de faire avec 4 montres une parfaite. Potentiellement, une fois qu'ils ont vendu très cher la parfaite, ils vous vendent 3 merdes. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, il y a des bidouilles, etc. On les voit, nous, on les voit tout de suite. Donc ça, si tu veux, ça c'est le premier point où tu as la provenance et le fait qu'il y ait eu des réparations dessus, que certaines pièces ne soient pas d'époque, c'est normal. Je te donne un autre exemple. Imaginez que vous achetez une voiture. On va prendre un truc simple. T'imagines, tu achètes une 2 chevaux de 72. Il y a quelqu'un, tu vois l'annonce, entièrement d'origine, etc. C'est pas possible. Tu crois que les pneus ils sont de 72, les balais d'essuie-glace sont de 72, l'essence est de 72, le filtre à air est de 72, c'est impossible. Pour que certaines choses fonctionnent, tu es obligé de les maintenir en fonctionnement. Tu vois ? Donc, de dire que tout est d'origine, c'est impossible. Une montre qui a même 10 ans ou 15 ans, à la première révision, les huiles ne sont pas celles qui ont été mises à l'usine. Donc tu ne peux pas dire que tout est d'origine. Déjà, quand tout le monde vous dit tout est d'origine, c'est pas possible. Sauf qu'il y a une montre il y a 2 ans où elle n'a pas été révisée, etc. Donc tu peux dire oui, c'est sorti comme ça à l'usine, mais une montre qui a 40 ans en disant tout est d'origine, les joints forcément sont pas d'origine, une grande partie des fois les verres sont pas d'origine, les huiles sont forcément pas d'origine, etc., etc. Donc ça, faut se méfier de ça quand on dit tout est d'origine. Faut réviser grandement son sujet. Après, tu sais, l'horlogerie, aujourd'hui, beaucoup de marques appartiennent à des grands groupes. Oui. Où tout est très structuré, très codifié, etc. Moi, j'ai l'habitude de donner comme des petites scénettes, comme des trucs de théâtre pour expliquer aux gens comment ça fonctionnait il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Il y a des gens aujourd'hui qui s'excitent sur une écriture sur un cadran, une particularité par-ci, par-là, etc. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, et même 80 ans, tu vois, il y a plein d'histoires que pendant la guerre ou entre les deux guerres, on mettait les montres au tritium ou au radium. C'était des femmes qui appliquaient la peinture sur les cadrans, et elles prenaient le pinceau, elles faisaient ça pour mouiller un petit peu le pinceau pour appliquer les peintures au radium et au tritium. C'était des matières radioactives. Il y a toute une génération de femmes en Suisse qui ont eu la figure complètement déformée à cause de ça. Donc on oublie que c'est des hommes et des femmes, beaucoup maintenant. On oublie, il y en a de plus en plus, et je suis très content aussi que c'est un métier qui, autant les collectionneurs que les gens qui fabriquent, qui conçoivent les montres, c'est aussi un métier plus féminin, parce qu'il y a une patte qui est à apporter. Mais on oublie par exemple qu'il y a une grande partie de certaines générations de femmes suisses et autres qui ont été déformées, défigurées à cause de ça. Carrément. Et on ne sait pas, alors tout le monde dit « Ah oui, mais le 2 est mal fait, etc. » C'est des humains, c'est pas des machines, c'est des humains. Et tu as une écriture rouge ou tu as une écriture machin, y a un mec qui a pris le pot de peinture, un jour il a fait son mélange, et c'était pas le même mélange que la veille, et la composition chimique elle a changé, et 40 ans après avec le soleil, l'humidité et la chaleur, ça a changé. C'est normal que ça change. C'est normal. Tu as une écriture d'une couleur différente sur un cadran, et tu avais Robert, un beau matin de 1980, 80 il était un peu déjà quand même un peu réglé, mais 65, un beau matin, il était en pleine forme, il faisait des cadrans pour des versions acier, c'était rouge, clac, 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 clac. Puis à la cantine, il était content, il avait Martine, il avait Robert autour de lui, hop, tiens, un petit coup de rouge, il revient, puis il faisait des cadrans pour un boîtier or. Mais le cadran boîtier or, c'est pas avec une écriture rouge, c'était avec un autre truc, avec un petit collant, hop, il a continué le rouge, et il a fait des cadrans pour des montres à boîtier or, où tu avais, au lieu d'avoir une écriture noire, c'était une écriture rouge, il a continué avec le rouge, et il a continué une après-midi. À l'époque, on ne jetait pas parce que c'était important, ça coûtait cher, etc. Et il y a 20 montres qui sont sorties avec un cadran rouge, mais c'est parce que Robert, un jour, il était bourré. Ou il y avait un autre truc. Et aujourd'hui, tu as 4 ou 5 très grandes fortunes, ça ce qu'on parle de moins en moins, des fonds d'investissement, des gens qui spéculent, pas étatiques, mais pas très loin, qui dit tiens, la montre de collection, si on achète, etc. Ça, je t'expliquerai un petit truc après. Si on achète ça, ça va monter les prix, etc. Mais c'est juste une erreur humaine il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. C'est tout l'humain. Et ça, on l'explique quasiment jamais. C'est vrai qu'on l'oublie.
On l'oublie parce que malheureusement, quand on parle de choses qui ont été faites il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, par des gens qui avaient 30 ans, 40 ans, bah aujourd'hui elles ont 70 ans ou plus. Pour eux, c'était leur métier normal. C'était simple de faire ça, c'était la vie. Elles ne pensaient pas que ce qu'elles faisaient allait prendre des sommes folles, devenir des prix fous. Quand les gens concevaient une montre pour des sportifs, elles ne pensaient pas qu'un jour un acteur allait être photographié comme ça au volant de sa bagnole et que ce cadran-là allait faire doubler, tripler, x10 le prix d'une montre. Ouais. Voilà. Ça aussi, tu vois, ça c'est un problème. Des fois, c'est une partie de la montre qui fait quasiment toute sa valeur. Tu prends les Daytona Paul Newman, je pense qu'il y a plus de Daytona Paul Newman qui sont en circulation que ceux qui ont été créés à l'origine. Comme quoi. Voilà. Le souci, c'est, tu sais, la contrefaçon. Alors, contrefaçon ou voilà, peut ne toucher qu'une partie d'une montre. Ce qui est le plus simple entre guillemets à modifier, c'est ou des numéros de série qu'on va enlever à la Dremel, vu de nombreuses fois, ou des repeints de cadran. Alors ça peut être juste, on a gratté des index pour remettre une matière luminescente, ou pour remettre une matière luminescente avec une couleur sympathique parce que ça se vend mieux quand il y a une patine. On a des appareils, on a des techniques pour voir si ça a été réparé, restauré ou pas. Et le stade du dessus, c'est repeindre des cadrans pour leur donner un aspect qui est complètement différent. Donc quand tu prends une Daytona, tu vas avoir les Daytona fond gris, fond noir, etc. Et puis tu vas avoir les Paul Newman. Et puis les Paul Newman, tu vas avoir avec certaines petites particularités, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais quand tu es un bon artisan, bon peintre, à la limite là ça devient de l'artiste. La différence entre artiste et artisan rappelleront certaines choses aux gens qui ont fait de l'histoire de l'art. Ça devient des artistes, de faire des cadrans qui se rapprochent à très peu de détails de l'origine, ça devient des artistes, parce que c'est très bien fait. Après, il y a des choses, je ne peux pas tout dévoiler, parce que ça relève du métier d'expert. Tu as des outils, tu as des appareils, tu as des choses que l'on voit. Il faut toujours essayer d'être au même niveau, ou avoir d'un stade d'avance par rapport aux faussaires. On ne va pas rentrer tout dans les détails, mais tu as des appareils où on grossit énormément et avec certaines choses, lumière et autres, on voit certains détails. Et il y a des fois, par exemple, tu as des montres anciennes qui ont des substances luminescentes radioactives à l'époque. Elles ont pu être grattées pour remettre des substances luminescentes qui sont non radioactives, mais on a gardé cette matière. On l'a mis une petite patte dans le mouvement, un petit truc collé dans le fond de boîte. Parce que quand tu passes un compteur Jaeger, bip 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 bip. Bah oui, bip bip. Mais c'est bip bip parce que tu as une toute petite particule dans le mouvement ou ailleurs. Et sur le cadran, tout a été gratté. C'est fou. Voilà. J'ai vu ça encore récemment à Paris sur une type 20 Breguet. Ah oui. Donc tu regardes, tu sors quelque chose, une lampe. Bon, là tu te dis c'est bon, ça a été restauré. Tu sors le compteur Jaeger, bip 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 bip. Bon, je vais pas la démonter entièrement pour voir où c'est qu'ils ont mis la particule. Mais tu vois, ça c'est des choses comme ça. Donc tout le monde essaye de trouper tout le monde vu les prix que ça prend. Tu vois, c'est très dur. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment appel à des gens qui ne sont pas marchands ou alors qui sont un autre marchand parce qu'ils s'aiment pas entre eux. Petite technique et coucou avec mon frère marchand. Il faut avoir plusieurs avis. Quand tu vois même les résultats de certaines maisons de vente, tu te poses des questions sur qui achète quoi. Parce que alors je vais pas donner les modèles, je vais pas donner les dates, etc. Pas pour gagner une certaine confidentialité, mais c'est pas pour pas taper sur tout le monde, mais quand tu sais que tu es un collectionneur, ou que tu es un grand marchand, et que tu as 1, 2, 3 exemplaires d'une montre où tu sais que ça a été produit à très peu d'exemplaires. Quand je dis très peu d'exemplaires, c'est pas une centaine, c'est une dizaine ou une vingtaine. Pas max, plus. Quoi. Ouais. Tu sais que tu as une montre qui est dans la vente. Alors on va faire comme on dit, Christie's, Sotheby's, Arcurial, Philips, Antiquorum, etc. Tu sais que c'est une très grande maison de vente qui va te proposer une montre qui est ce que tu as dans ton stock. Tu sais que combien tu les as achetés dans ton stock. Oui.
dans notre métier, dans les ventes aux enchères, on dit que quand il y a quelqu'un qui va acheter beaucoup plus cher que ce qu'il n'est, ou des fois les marques elles-mêmes achètent des choses en vente aux enchères pour faire gonfler les prix, pour justifier les prix stratosphériques qu'elles ont en neuf. On reparlera à la fin de l'une des vidéos que tu as sorties il n'y a pas longtemps. La marque, des grands professionnels vont ce qu'on appelle bourrer, c'est-à-dire qu'ils vont acheter très cher, bien plus cher que l'estimation, pour que la cote, c'est-à-dire que la valeur augmente. La cote, elle permet que les objets qui sont très similaires prennent cette valeur-là, ou quand, dans le cas d'une marque, la marque va acheter à un prix pas possible pour justifier l'augmentation du prix, pour justifier les prix du modèle qui vient de sortir. Quant à un professionnel, s'il sait qu'il a 2-3 montres quasiment identiques dans son stock, et qu'il voit une montre qui va être proposée aux enchères très prochainement, et ben imagine que la montre est estimée 10, 20 000, ben il peut l'acheter 50 000. Pourquoi? Parce que à l'instant où il va payer 50 000, il va l'avoir payé très cher, sauf que les 2 ou 3 qu'il a déjà dans son stock, à l'instant T, quasiment, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, quasiment, maintenant elle va toutes 50 000, alors qu'il les a pu les acheter 5 000. Comme quoi? Comme quoi, donc si tu veux, tu as aussi des fonds d'investissement, tu as des grands spéculateurs qui font ça, qui se font des collections très ciblées, qui vendent très cher, qui achètent très cher ces produits-là, parce que la fois d'après, une fois que un produit similaire ou identique a été mis sur le marché des enchères, c'est là où on voit vraiment la cote qui va se faire. Et bien maintenant, la cote, c'est plus 10 ou 20 000 puisqu'elle a été achetée 50. La cote, maintenant, ça va être autour de 50, donc ça va être estimé 30-40, avec les frais, ça fera 50, ou 40-50, 40-60. Donc tu peux gagner comme ça. Donc c'est comme un roulement, où ça avance tout seul. Ça, tu vois, ça c'est ça. Ça, c'est une chose. Après, tu vois, tu as tout ce qui est toutes les marques qui vont acheter aux enchères pour leur musée, parce que ça, c'est très important. Et ça, le côté patrimoine des marques, je respecte vraiment et je trouve que c'est fondamental. Si elles gardent pour elles, il n'y a pas de souci. Si elles font de la revente, je trouve que c'est bien parce que tu peux permettre à des gens, via une marque, d'avoir quelque chose de qualitatif, si c'est bien fait avec un historique, etc. Pour moi, c'est légitime. Après, la marge, etc., c'est autre chose. C'est des grands groupes, il faut qu'ils vivent. C'est normal. Voilà, c'est normal. Mais après, de modifier juste une montre en faisant énormément de communication sur une montre pour augmenter ses prix, or que toi, tu sais que la différence de prix n'est pas énorme et tu sais à peu près combien coûte une montre à fabriquer, c'est très compliqué. Voilà, tu as fait une vidéo sur une Spin Master, je ne vais pas cracher sur Omega, j'en porte une Spin Master. Quand tu vois que dans la nuit, elle prend 1300 €, parce que tu mets un logo appliqué, tu changes la taille d'un maillon et que tu mets un mouvement un peu plus évolué, etc. La carrure reste la même. Ça fait depuis 40 ans, 50 ans que le boîtier est quasiment le même. Donc l'outil industriel, comme ça coûte pas grand-chose. Je dis pas grand-chose, ça coûte un certain prix. Mais une évolution technique, ça devrait pas prendre ces prix-là. Il y a certaines marques, quand elles font une évolution, elles laissent au même prix, ou des fois elles diminuent parce qu'elles se rendent compte qu'ils sont tellement voulu aller très haut, tellement en prix, que maintenant c'est devenu inaccessible. Et tu as aussi un truc, ça pour les gens qui te suivent sur ta chaîne, qui doivent connaître un petit peu, c'est ce qu'on appelle le marché gris. Oui. Le marché gris, si tu veux, cette année, c'est très intéressant. Cette année 2020, on va dire, on est au tout début 2021, je peux pas parler de ça, mais en 2020, si tu veux, les marques ont dû se poser plein de questions. Parce que depuis une dizaine d'années, quand tu étais une marque, tu vendais tes produits à des distributeurs. Donc tu avais dans un grand magasin, dans un petit bijoutier horloger du coin, etc., tu lui vendais une montre. Donc imagine, on va faire des chiffres ronds, ta montre valait 10 000, tu voulais en tant que marque, ta montre soit vendue 10 000 €. Tu vendais ta montre à ton détaillant, tu la vendais 4, 5, 6 000 €. D'accord? Donc le détaillant, il se faisait sa marge sur son prix d'achat à la marque, sur le prix public conseillé par la marque. Et si tu veux, donc il y avait plein de détaillants qui étaient là-dessus. Et au bout de 2 ans, si la montre ne se vendait pas, et que tu avais un nouveau modèle qui sortait, donc le détaillant achetait le nouveau modèle. Sauf que l'ancien modèle, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils n'allaient pas le vendre au même prix ou plus cher que l'ancien modèle.
Ouais. Donc il y avait une espèce de marché gris qui se faisait, et le détaillant vendait sur ce marché gris. Imagine qu'il avait payé 5 000 euros par exemple, une montre qui en valait 10. S'il la vendait 6 500, 7 000 euros, il était content, il avait gagné un petit peu de marge. Le client acheteur était content parce qu'il avait fait une bonne réduction, c'était une montre neuve, etc. C'est pour ça des fois que tu n'as pas les papiers qui sont signés, numérotés, datés. Voilà. C'est pour ça. C'est un peu pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on va dire d'une petite dizaine d'années, les marques ont décidé autre chose pour éviter ce marché gris et pour mieux concentrer d'ailleurs leurs profits. Elles ont ouvert plein de boutiques en propre. Sauf que quand il y a une pandémie comme celle que nous avons connue et que malheureusement nous connaissons encore en 2020 et 2021, il n'y avait plus d'approvisionnement. Donc c'est-à-dire que on est quand même dans un milieu où tu as des grands noms, Rolex, Patek Philippe qui a laissé un peu de laisse mais pas beaucoup, Audemars Piguet et autres, elles ne vendent pas sur internet. Non. Donc il fallait quand même que leur boutique soit ouverte pour pouvoir vendre. Et là, comme il y avait les boutiques de quartier, du coin, où les grands magasins étaient fermés aussi, toute la chaîne de distribution était coupée. Et donc tu as un problème d'approvisionnement, tu as un problème de prix, puisque les très peu qui arrivent sur le marché, qui sont quand même livrés à certains clients, les prix explosent. Complètement. Rolex et autres. Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet. Et donc ça te crée pour moi un climat assez délétère, où tu pensais pouvoir acheter une montre à 80% sur ces montres-là, maintenant ça devient de la spéculation. Et finalement, tu achètes quoi? Tu achètes un ticket, un bon peut-être éventuellement, ou une ligne sur une liste d'attente. Peut-être que monsieur ou madame, on vous fera une fleur dans 3 ans de vous livrer une montre. Donc, si tu veux, ça c'est tout le côté de l'horlogerie que j'aime pas du tout, que je trouve complètement débile. Je trouve que c'est assez malsain en fait de faire patienter les gens alors qu'ils ont la capacité de produire, parce que qu'on me dise pas les gens, ces boîtes-là ont la capacité de produire. Qu'elles veulent pas produire, c'est autre chose. C'est un choix pour limiter. C'est un choix qui n'est pas bénéfique pour elles, parce que quand tu as une montre qui est vendue 10 000 euros et qui est revendue tout de suite après 22 000, les 12 000 de Delta, c'est pas du tout pour la marque, hein. C'est pour le spéculateur. C'est pour ça qu'il y a des gros problèmes, et ça, faut le dire aussi à ceux qui nous regardent. Faites très attention, quand vous achetez une montre via un officiel dealer, où tu peux être sur une liste d'attente, tu as tout de suite ta montre, l'officiel dealer sait qui vous êtes, le nom, le prénom, la date de vente, etc. et le numéro de série. Donc si tu le remets sur un site de vente, sur eBay ou autre, ou plein de plateformes, et même en vente publique, moi j'ai remarqué des choses, les derniers modèles par exemple qui sortent en vente publique, les gens nous disent vous pourriez éviter de mettre les numéros de série s'il vous plaît? Bah oui, parce forcément. Que les gens des marques sont en train de regarder en disant, dis donc le numéro de série QB2912, c'est Monsieur Dupont à Paris. Ouais. Bon la prochaine qui nous demande c'est non, hein, puisqu'il l'a vendu tout de suite. T'es embêté en tant qu'expert parce que normalement tu devrais mettre tous les numéros de série. Pour moi c'est ça. J'en enlève 1 ou 2 chiffres des fois parce que je ne veux pas que les faussaires récupèrent ces numéros de série pour en faire d'autres avec des vrais numéros. Ouais. Mais quand on te dit vraiment non mais vous me mettez vraiment pas du tout aucun numéro. Voilà. Donc ça c'est compliqué. Tu vois, tu avais les marques. Donc tout à l'heure on parlait des professionnels qui n'étaient pas non plus tout le temps blanc. Tu as les marques qui font ça. Et encore un autre maillon de la chaîne, puisque on va dire que c'est une chaîne avec 3 moteurs, les professionnels, les marques et les consommateurs. Les consommateurs, en faisant ça, alimentent tout ce marché d'une spéculation, de je veux acheter le moins cher possible en faisant 2-3 trucs pour le vendre le plus cher, etc. Bon, je vais couillonner, je vais remplacer ci par ça pour essayer de vendre le plus cher. Tout ça, on ne te l'explique pas. Et c'est aujourd'hui un climat délétère qui est, je pense, très mauvais pour l'industrie de l'horlogerie. Tu vois, il y a aussi notre génération, qui ont une vingtaine, une trentaine d'années. On est mieux informés, on peut mieux s'informer. Certains blogs, certaines publications spécialisées ou pas. Et en fait, on va chercher beaucoup d'informations. Et on est censé ne pas ou moins se faire avoir. Voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui se disent spécialistes, experts, etc.
On est très peu à avoir le titre d'expert. On doit être 5 à vraiment beaucoup travailler et d'avoir une visibilité, une crédibilité. Des fois, on ne sait pas. Moi, des fois, je dis je ne sais pas. Par contre, des méthodes de travail pour rechercher les informations, les regrouper, etc. Mais ça, tu vois, que tout le monde, que même les clients alimentent ce marché avec ces professionnels, ces marques et les clients, de faire tout cet univers, que tout le monde s'imbrique en disant le professionnel qui doit couillonner le client qui veut acheter moins cher au professionnel, à la marque qui est obligée de satisfaire les clients qui veulent certains types de trucs. Alors on va leur faire des montres quasiment ad hoc, mais ça va pas. Les marques, elles vont sonder des personnes et elles vont sonder peut-être les mauvaises personnes. Elles sortent un objet. Merde, je comprends pas, ça se vend pas. Bah oui, vous avez sondé 15 personnes. Oui. Donc ça sert à rien. C'est pas 1 million de personnes qui peuvent potentiellement les acheter. Et t'as les professionnels aussi qui regardent les marques en disant mais s'il vous plaît donnez-moi des montres pour que je puisse travailler. Et de l'autre côté, ils regardent les clients en disant je vais me faire du beurre. Mais il faut bien être conscient que c'est un univers très particulier qui depuis quelques années les sommes d'argent sont incommensurables. On ne sait pas, tout le monde se pose la question de la fameuse bulle. La fameuse bulle, on ne sait pas quand ça va faire ou pouf, ça va exploser. On ne sait pas. Jusqu'où ça va monter. Tu sais, on dit toujours dans une vente aux enchères, tant qu'il y a 2 fous qui se battent, ça fait monter les prix. Il faut être 2 pour pouvoir jouer. 100, 200, 300, 400. Tu es obligé d'être au minimum 2 pour que les prix augmentent. Tant qu'il y aura 2 fous qui veulent un objet, ça fera des prix pas possibles. Voilà. Qu'est-ce qui va ralentir cette idée-là? Qu'est-ce qui va stopper cette montée-là? Je ne sais pas. La Terre produit chaque année de plus en plus de gens riches, de plus en plus de classes moyennes dans plein de pays émergents ou autres. Ils veulent tous la même chose, tout le monde veut le même costume, la même bagnole, le même style d'intérieur chez soi. La même montre. Donc la même montre. Voilà. Donc forcément, tout le monde se concentre sur ce domaine-là, parce que si tu veux, c'est un domaine où c'est un objet, moi c'est un objet de passion. Pour beaucoup de gens, je le vois, c'est un objet de représentation sociale. Pour beaucoup. Je l'ai écrit le nombre de fois que des submarineurs, des fois, c'est pas bien de dire ça, j'ai rien contre les gens qui travaillent dans ce domaine-là, mais des fois tu es dans des réunions, oui, des fois des réunions où tu es avec des amis, etc., d'une classe d'âge qui ont bien réussi, etc. Il y a les 2/3 ou les 3/4 de la table qui ont une Rolex au poignet. Bon, quand tu vois que le serveur a aussi une Rolex au poignet, tu te dis, bon, ça sert à... Tout le monde en a une. Alors après, le problème, c'est est-ce que autour de la table... Laquelle est la vraie? Et celle du serveur? Vrai ou faux? Voilà, donc tu vois, c'est pour ça que je dis, moi, certaines grandes marques, Rolex, etc., je te dis ça, j'en ai une. Pour moi, ces marques-là, c'est peut-être une 2e ou 3e montre, mais si tu veux, quand tu as ce type d'objet-là, ce type de montre-là, pour le même prix, il y a des choses bien mieux. Tu peux te différencier, tu peux trouver quelque chose, des particularités pour bien moins cher, trouver des marques qui ont disparu. Alors, disparu, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les réparer, les restaurer, etc. Les horlogers sont compétents là-dessus. Mais tu peux trouver des petites pépites. C'est quand même agréable qu'on te pose une question sur ta montre en disant « Ah, elle est jolie !» et pas est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse, combien tu l'as payée ?» Des fois, c'est des interrogatoires de police, quoi. Elle est vraie, elle est fausse, tu l'as payée combien, tu l'as eu où? Non, c'est bon, on n'est pas au commissariat, voilà. On est dans un endroit ou dans un milieu où il faut être cool. Oui, c'est bien c'est bien que les gens aient une belle montre de collection, plus contemporaine ou pas, mais soyez vous-même. Quand vous achetez une montre, ça doit vous refléter. Quand vous portez des vêtements, ça doit vous refléter. Votre voiture vous reflète, votre intérieur chez vous. C'est pas celui de votre voisin parce que vous avez des personnalités différentes. Voilà. Des goûts, voilà. Et ça, tu vois, c'est tout ce milieu de l'horlogerie où finalement on fait un focus sur 4 ou 5 modèles, 10 modèles, on va dire, que tout le monde monte en mayonnaise, il faut ça, les marques sont très contentes d'alimenter ça, les professionnels sont très contents d'alimenter ça aussi, et puisque comme c'est les clients et toujours rois qui alimentent aussi, mais si tu veux, le cercle vicieux, il tourne. Alors je ne demande pas de casser le cercle vicieux, on n'y arrivera peut-être pas, individuellement. Collectivement, il faudrait être beaucoup pour casser ça, et si chacun d'entre vous ayez la volonté de se différencier, d'aider une petite marque qui débute,
de trouver un modèle un petit peu différent, vintage, etc. Je pense que à tout petit modeste niveau, je pense que l'horlogerie sera peut-être un peu meilleure. Je pense aussi. Voilà. Ben, je partage aussi ton avis. Merci Alexandre d'avoir accepté cette discussion. Merci Clément de m'avoir accueilli. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Clément. Ciao.